Faut quand même que je vous dise quelque chose. J'ai été référente RSA. 2 ans de référence RSA et je ne supportais plus les pauvres. Vous en connaissez des pauvres? Ouais. Et des gens RSA, vous en connaissez? Oui. Ouais. Des référents RSA? Oui. Oui, vous savez ce que c'est? Non. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui vous appelle une fois et qu'on ne voit plus. Dans le meilleur des cas. Ça, c'est quand ils ont décidé de vous laisser tranquille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes au RSA, la première des injonctions, c'est de contractualiser. Donc, vous allez devoir signer un contrat. Alors, un contrat d'engagement réciproque avec un travailleur social, donc un référent RSA, ou un PPAE, un projet personnalisé d'accès à l'emploi, que vous allez donc signer avec un conseiller Pôle emploi. Alors quand je dis que c'est la première injonction, vous aurez bien compris que c'est parce qu'il y en a d'autres. Alors 2 ans de référence RSA, et non seulement je ne faisais pas fructifier mon capital humain, ni celui des allocataires d'ailleurs, mais j'étais en train de perdre toute empathie. Alors j'aime bien cette idée de capital humain parce que, à mon avis, le type qui a inventé ça s'est dit, si on veut que les gens qui n'ont pas de capital adhèrent au capitalisme, il faut leur faire croire que leur capital c'est eux. Et ça marche. Ça marche, c'est ce qui fait que ceux qui n'ont pour seul capital que leur force de travail et leur capacité d'adaptation fustigent ceux qui n'auraient pas le goût de l'effort. C'est le terreau du ressentiment. Et comme on est dans un système vertical, c'est plus facile de faire redescendre la pression vers le bas. Alors le ressentiment, c'est sur les plus petits qui s'expriment. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais référente RSA. Alors quand mon contrat s'est terminé, j'ai eu besoin de poser tout ça, de réfléchir, et je me suis inscrite à la fac. Alors je me lève tous les matins avec une petite chanson dans la tête. C'est gai. Ça dépend, des fois c'est du Michel Sardou. Mais là, un matin d'avril 2019, je me réveille de bonne heure, il fait beau, je suis de bonne humeur, j'ai ma petite chanson dans la tête, sympa. Et je me prépare à aller rencontrer un référent RSA que je vais interroger dans le cadre de mon Master 2. Alors je travaille sur la relation d'aide dans le champ de l'insertion socio-professionnelle. Mon questionnement, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour le social dans le dispositif RSA, et comment les référents arrivent à établir une relation avec des personnes qui sont contraintes d'être accompagnées. Donc j'arrive à mon rendez-vous, on commence l'entretien, on parle de la contrainte, et il me dit que oui, effectivement, les personnes, la première fois qu'elles arrivent, elles sont obligées d'être là, mais que rapidement, finalement, elles trouvent un intérêt à rencontrer un référent, et que du coup, ça se passe plutôt bien. Mais bon, il y a toujours des réfractaires, ceux qui ont des problèmes un peu psy. Je vois ce qu'il veut dire, de quoi il veut parler. Pas vraiment. Ceux qui politisent un peu tout. Alors là, ma petite chanson, elle me revient dans la tête. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Et nous, on est des terres à bloquer le pays. Ouais, parce que moi, depuis le mois de novembre, tous les samedis, je me mets fringues de manif. Alors, je mets pas le gilet jaune, parce que je suis pas très portée sur les couleurs vives. Mais depuis que je me suis fait exploser une godasse par une grenade de désencerclement, je mets des fringues auxquelles je ne tiens pas trop. Parce que j'aime bien les fringues, alors j'y fais attention. Enfin bon. Quand je dis que j'aime bien les fringues, en réalité j'aime bien les dentelles et les froufrous. Et c'est souvent des matières inflammables. Alors il ne s'agirait pas de partir en torche humaine sur la manif, même si ça pourrait avoir de la gueule, hein. Mais bon, ça canarde en manif. Hein. Non, là, face au gars, c'est plutôt mon costume de sociopathe que j'ai envie de mettre.
un mix entre Mary Poppins, Morticia Adams et Xena la guerrière. Vous voyez, la fille gentille mais qu'il faut pas trop pousser, quoi. À ce moment-là, je gagne 20 balles de plus que le RSA. Je touche l'allocation spécifique de solidarité, la fin de droit du chômage. Et j'ai l'impression de tout politiser. Et puis c'est marrant parce que moi, quand j'étais référente RSA, ben en fait, j'en voulais aux allocataires de ne pas être assez politisés, justement. Je leur en voulais d'accepter, de baisser la tête, courber les chines. Ouais, 2 ans de référence RSA et j'allais pas bien du tout. Ben, c'est peut-être parce que quand j'étais petite, j'aimais bien aider les autres. Et puis, j'avais rencontré Sally, qui était éducatrice spécialisée et que j'aimais beaucoup. Et je crois d'ailleurs que c'est elle qui m'a donné envie d'être éduque. Alors, bah, quand j'ai eu mon diplôme, bah, déjà, c'était une revanche sur les profs qui m'avaient toujours dit que je ne ferais jamais rien de bien. Mais surtout, j'allais réaliser mon rêve. J'allais travailler avec ceux dont personne ne veut. Les réconcilier avec l'humanité. I believe I can fly. Mary Poppins. Bon, bah, ça n'a pas duré. On m'a vite demandé de faire autre chose, hein, de conformer, de faire rentrer les gens dans des cases, transformer les situations en chiffres. Alors bah, au début j'ai dit non. Et c'est pas facile de dire non, alors j'ai transigé. Alors il y a ceux qui politisent un peu tout, les allocataires du RSA sont pas assez politisés, il faudrait savoir. Ben, c'est peut-être parce qu'en fait, les allocataires du RSA, c'est pas un groupe à proprement parler. En fait, c'est une somme d'individus qui a pour point commun de percevoir une allocation qui est calculée sur un quotient familial établi par la CAF. Point barre. Alors la question de la politisation ou de la dépolitisation, ben, c'est peut-être plutôt du point de vue de l'allocation qu'il faut se la poser. Du point de vue de l'allocation et du dispositif qu'on a mis en place pour encadrer les allocataires. Et puis même pour aller plus loin, et si vous le voulez bien, on va cheminer là-dessus ensemble pour l'heure qui vient, la vraie question c'est comment et pourquoi, plutôt que de combattre la pauvreté, on a choisi de mener la guerre aux pauvres. Alors, j'ai pas toujours été référente RSA. Non. Avant, j'étais au RMI. RMiste, on disait à l'époque. Mais RMiste bien, hein. Je cochais toutes les bonnes cases. Hein. J'étais jeune, je venais d'avoir mon diplôme d'EduxP. Ma situation ne pouvait être que involontaire et transitoire. Et c'est comme ça qu'on distinguait les bons chômeurs des mauvais chômeurs jusque dans les années 1980, quand leur situation était involontaire et transitoire. Après, on a inventé les inemployables. Mais bon, cette distinction-là, elle est pas nouvelle. Hein. En 1887, le pasteur Robin, donc, qui intervient devant une assemblée de sénateurs, à laquelle il va présenter une loi contre le vagabondage et la mendicité, déclare « Cette distinction que nous demandons qu'on fasse est facile à établir. La pierre de touche pour discerner le vrai pauvre du mendiant est le travail exigé. Le vrai pauvre l'accepte avec reconnaissance, le paresseux le refuse, il s'éloigne et ne revient plus. » Alors la sociologue Colette Beck nous explique que, en fait, encore à cette époque, la population est traumatisée par la Commune de Paris qui a eu lieu en 1871. Oui. Elle parle même de traumatisme collectif. Je veux bien croire que 72 jours d'insurrection ouvrière, ça ait marqué les esprits. Au sortir d'une guerre contre la Prusse qui a plongé le pays dans la famine, des ouvriers et des ouvrières font le siège de Paris. Ils réquisitionnent les entreprises, se réapproprient les outils de production, ils occupent les églises, qu'ils ont transformées en clubs de discussion,
par lesquels ils imaginent et ils revendiquent une société plus juste et plus égalitaire. Ils parlent notamment de l'égalité salariale entre hommes et femmes, d'une démocratie participative, de l'éducation et de l'instruction pour tous et toutes, l'école laïque. Ils ont remplacé le drapeau tricolore, qui est le symbole de la répression bourgeoise, par le drapeau rouge, symbole de l'internationalisme ouvrier. Ils ont fait tomber la colonne Vendôme, symbole de l'impérialisme et de la barbarie. Le wokisme avant l'heure, quoi. Et pendant que ceux-là, les patrons, les bourgeois, le gouvernement, s'étaient réfugiés à Versailles, les fédérés écrivaient dans leur déclaration au peuple français « La révolution communale, commencée par l'initiative populaire du 18 mars, inaugure une ère nouvelle de politique expérimentale, positive, scientifique. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie, ses malheurs et ses désastres. » L'idéal communaliste commence à faire son chemin, à faire des émules. On parle de la commune de Lyon, de Marseille, de Saint-Étienne, de Narbonne. Alors, c'est difficile de savoir précisément combien la répression féroce qui a été menée par Adolphe Thiers a fait de morts. Mais en tout cas, dire que la ville était à feu à sang, c'était pas une image. Et puis ce qu'on sait en revanche, c'est que ceux qui n'avaient pas été fusillés et qui avaient été faits prisonniers ont été jugés par des conseils de guerre, qui les ont condamnés à mort, à la prison, à la déportation, aux travaux forcés. Alors on voit bien, dans ce que nous dit Colette Beck, que d'avoir construit la basilique du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre, là où avait commencé l'insurrection, sur les cendres fumantes de la seule vraie révolution prolétarienne qui ait eu lieu en France, ça n'est pas calmé les craintes de tous ces bourgeois, puisqu'elle note que la lutte contre les marginaux, les hors-contrats, les voleurs et les incorrigibles rassemblent. Alors, une petite centaine d'années avant, on a créé l'assistance publique et on inscrit dans la Constitution un devoir moral d'aide, mais qui est lié au travail que l'individu a fourni, qu'il fournira ou qu'il est en mesure de fournir très rapidement. Donc vous voyez, rien de nouveau. Donc moi j'étais RMiste à volontaire et en transit. Ouais, d'ailleurs ce que j'aime bien avec le RSA, c'est qu'on fait plus cette contraction-là entre l'allocation et l'individu. On ne dit pas RSAste, RSAiste, non on dit allocataire. Enfin moi je dis allocataire, je ne dis pas bénéficiaire. Parce que le RSA c'est un droit. Ce n'est pas de la charité, c'est de la solidarité. Alors bon, c'est vrai qu'on peut me dire, oui t'es gentil, mais enfin elle me coûte cher ta solidarité, pognon de dingue. C'est vrai quand on regarde les chiffres, c'est vertigineux. Les minima sociaux tout confondus, c'est 30,4 milliards d'euros. Ça représente 3,7% du montant des prestations de protection sociale, soit 1,3% du produit intérieur brut. Alors pour les nuls en économie, dont je fais partie, le produit intérieur brut, ou le PIB, PIB, est un indicateur qui reflète l'activité économique interne d'un pays. En gros, c'est ce qui quantifie la valeur totale de la production de la richesse. Et pour le RSA seul, c'est 12,7 milliards, soit 0,6% du PIB. Mais en fait, derrière tous ces chiffres, c'est 1,90 million de ménages, c'est 3,85 millions d'hommes, de femmes et d'enfants
à qui on permet de ne pas mourir de faim, à qui on permet de ne pas avoir à chercher des alternatives pour se nourrir. Donc c'est quand même un bon moyen d'acheter la paix sociale. Avant d'être au RMI, et avant l'école d'éducateur spécialisé, j'ai fait un contrat précaire. Un contrat aidé, ou un contrat atypique, selon les circulaires ministériels. Alors les contrats précaires, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tiens, bah d'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient le mot précaire? Non. Eh bien, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ça vient du latin precarius, qui signifie qui s'obtient par la prière. Ça donne le ton. Et donc ces contrats précaires, contrats aidés, là, bah, en fait, sont des contrats à temps partiel, qui sont rémunérés au SMIC horaire, qui courent pour un agrément de 2 ans, et qui sont destinés à des personnes dites éloignées de l'emploi. Ouais, mais moi j'avais travaillé avant. J'étais éducatrice prestagiaire dans une maison d'enfants dans le Jura. J'ai vécu dans le Jura. Je m'y suis même mariée. Et puis il y a eu 1995, le plan Juppé. Il était question de réforme de la sécurité sociale, réforme des retraites, augmentation de salaire. Et là, pays paralysé. Des blocages partout. Des manifs partout. Et dans le Jura. Alors ben, je regardais tout ça à la télévision, hein, en faisant de la broderie. Et puis ben, quand je suis arrivée à la lettre Z de mon abécédaire, j'ai posé ma démission, j'ai quitté mon mari et je suis remontée dans le Nord. J'aime bien le Nord. Au Nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Balancer comme ça fait cliché, on est d'accord? Mais ma famille vient du bassin minier, du Pas-de-Calais, ou du Pot-de-Collet, si vous connaissez. Et dans la famille de ma grand-mère, tous les garçons étaient mineurs. Alors cette histoire, c'est un peu la mienne. Et je la revendique parce que plus qu'une histoire, c'est une culture qu'on m'a transmise. Et à travers cette culture, c'est des valeurs. C'est la lutte, le militantisme, la solidarité. On a peu, mais on partage. Et puis c'est dans cette famille aussi où j'ai appris que oui, il fallait émanciper le travail, mais que le travail était aussi un facteur d'émancipation. Alors un contrat précaire, c'était mieux que rien. Et donc je faisais ce contrat précaire là. Alors Michel Hauthès pointe au moins 2 critiques. Michel Hauthès, c'est un sociologue. Et dans son livre Les paradoxes du travail social, il pointe au moins 2 problèmes sur ces contrats. C'est que le premier truc qu'il voit, c'est que d'abord ça a créé un second marché du travail. Parce qu'en fait, ce sont des postes qui auraient dû ou pu être occupés par des personnes en droit commun, avec des contrats de droit commun. Puis la seconde chose qu'il dit, c'est que ça ne permet pas de sortir durablement de la précarité. Bon, en réalité, ça ne permet pas du tout de sortir de la précarité. Et puis bon, il y a de toute façon un indice dans l'intitulé, hein, puisqu'on parle d'insertion par l'activité économique et pas dans l'activité économique.
puis, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter qui posent problème dans ces contrats, c'est que, en fait, les entreprises d'insertion sont soumises à des quotas de sortie positifs pour garder finalement leur subvention. Et que parallèlement, les listes des potentiels candidats, les listes qui sont établies par les préfets, on se rend compte au fur et à mesure des années qu'elles s'allongent. Donc finalement, on en arrive à ce qu'elles concernent quasiment tout chômeur ou toute chômeuse depuis plus d'1 an, et les jeunes. Alors vous comprenez bien que liste de potentiels candidats qui s'allonge et quota de sortie positive à atteindre, il y a une sélection. Et donc on est quand même en droit de se demander si finalement ces contrats sont bien attribués aux personnes qui en auraient éventuellement besoin. Alors dans le RSA aussi, on a des sorties positives. Alors quand je faisais mon mémoire, là, je suis allée rencontrer un référent RSA, pas le même que tout à l'heure, un autre. Et puis je lui demande, c'est quoi une sortie positive du RSA? Parce que c'est vrai que quand on fait une recherche, c'est bien de poser des questions faussement naïves, parce que sinon il y a des choses qui ne seraient jamais dites. Et donc là, il commence à énumérer, il me dit, il y a la reprise d'emploi, le basculement sur l'allocation adulte handicapé, l'ouverture de droit à la retraite, les décès. Là, c'est une sortie tout court. Hein. Enfin bref, tout ce qui fait faire des économies au département, quoi. Hein, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais depuis le 1er janvier 2004, ce sont les départements qui financent le RSA. La CAF, c'est juste l'organisme payeur. Alors bien sûr, les départements ont des dotations de l'État, hein, mais ça ne couvre pas l'intégralité du budget. Et puis parfois, il y a des gels des dotations, comme c'est arrivé sous François Hollande. Donc le département est obligé d'augmenter certaines taxes pour équilibrer le budget, et notamment la taxe foncière. Alors électoralement, c'est un enjeu. Hein. Surtout quand on sait que bien souvent les pauvres n'ont pas voté. C'est aussi parce qu'ils financent que le département fixe, si vous voulez, la ligne en fait, la ligne politique d'insertion qu'il va mener sur son territoire. Et c'est comme ça qu'on en arrive à lire dans des programmes départementaux d'insertion qu'on appelle les référents à une référence plus offensive. Alors, mener une offensive, c'est combattre un adversaire. Donc moi, je veux bien me battre, ça ne me dérange pas. Combattre les inégalités, ça ne me dérange pas. Combattre les allocataires. Bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne, un accompagnement social dans le RSA. Alors, d'abord, on va réaliser un diagnostic. Le diagnostic, en fait, c'est une liste de questions qui vont nous permettre de pointer vos failles, vos manques, vos déficits, vos défaillances. Bref, les freins qu'on va lever pour vous amener à l'insertion professionnelle. C'est ce qu'on appelle l'injonction biographique. Deuxième injonction. L'injonction biographique, c'est l'obligation qui vous est faite de vous raconter en un temps défini pour que la personne en face de vous trouve la matière sur laquelle elle va travailler. Bonjour madame, installez-vous, je vous en prie. Alors, madame, vous êtes titulaire de l'allocation? Oui, d'accord. Vous travaillez? Non, vous n'avez jamais travaillé. D'accord. Un projet de formation, de création d'entreprise? Non. Au niveau des études, vous vous êtes arrêté à quel niveau? Ok, fin de scolarité obligatoire. Vous avez le BEPC. Bravo.
Alors, avez-vous des difficultés liées à votre santé? Non. Au niveau du logement, vous avez votre propre logement? Ok. Des problèmes dans le logement? Trop petit, trop grand, insalubre? Non. Des impayés? Loyer, facture? Non. Ok. Est-ce que vous avez des problèmes d'endettement? Non plus. Difficultés administratives? Non plus. Ok, donc problème de santé, non. Lecture, écriture, compréhension du français, non. Problème de logement, non. Difficultés financières administratives, non. Besoin de formation, non. Je suis embêtée. Je suis embêtée parce que le problème de cette dame, en fait, c'est qu'elle est triste. Elle est infiniment triste. Son mari vient de la quitter, il l'a laissée seule avec ses 2 enfants. Et comme elle n'a jamais travaillé, elle est au RSA. Et puis en fait, je comprends très vite dans l'entretien que je risque d'être la seule personne qu'elle va voir pendant les mois qui viennent. Alors j'ai pas envie de l'envoyer à Pôle emploi. Parce que déjà, il ne va pas y avoir grand monde. Et puis surtout que je sais qu'on risque de lui envoyer sur un atelier où on va lui expliquer que le fait de s'être occupé de sa maison et de ses enfants, ça a développé des compétences transférables. Ouais. Alors, je suis pas en train de dire que cette dame n'a pas de compétences. Hein. Non. Je dis que d'abord, c'est leur envoyer d'emblée vers des tâches domestiques, hein, puisque une femme qui s'est occupée de son foyer et de ses enfants, qu'est-ce qu'elle sait faire? S'occuper de foyer et des enfants. Et puis d'autre part, pour avoir passé quand même pas mal d'entretiens d'embauche dans ma vie, je peux vous dire que les employeurs, les compétences transférables, ils n'en ont rien à cogner. Non, quand vous leur dites que vous êtes au RSA, eux, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, c'est que vous avez potentiellement un rapport au temps altéré. Pas que vous avez développé des compétences en matière de gestion de budget. Alors j'ai pas triste, j'ai pas désemparé dans mon diagnostic, mais si je veux qu'il soit validé par le département, et je veux qu'il soit validé par le département parce que je veux pouvoir lui faire signer un contrat d'engagement réciproque, et je vais cocher autre, et puis comme on me demande de préciser, je vais mettre bien social. Et puis mon diagnostic il revient validé. Donc je revois cette dame pour signer le contrat d'engagement réciproque. Installez-vous madame, je vous en prie. Alors, donc on était parti sur lien social. Hein. Alors je prends ma nomenclature. Et oui, j'ai une nomenclature. À chaque frein correspond une action. Et j'ai pas lien social. J'ai autonomie sociale en 6. Hein. Voilà, et en 6.2, j'ai accompagnement social, redynamisation, remobilisation. Et puis, comme on va se voir toutes les deux, c'est une action individuelle, donc 6.2.1. Voilà comment ça se passait quand moi j'étais référente à RSA. Parce que depuis, ça a changé. On aime bien changer de département. Il ne faudrait pas que les agents s'endorment. J'aime bien le Nord, mon sang rhume. J'ai basculé au RSA. Enfin, alors, j'ai basculé au RSA. Non, j'ai touché le RSA un mois, et puis plus rien. Alors, pas d'explication, rien du tout. Donc, je vais sur mon compte CAF, sur mon dossier dématérialisé. Et là, j'ai un message laconique, comme quoi, effectivement, mon droit au RSA est suspendu. Mais aucune explication. Donc, j'envoie un mail
Et puis, je demande une explication. Et puis, la réponse se fait attendre. Donc, je retourne sur mon dossier et je vois qu'il y a un numéro que je peux appeler le 3220. Je pose le 3220. Bonjour et bienvenue sur le numéro magique 3220. Veuillez nous indiquer le service ou l'entreprise que vous souhaitez contacter. CAF. Vous souhaitez contacter la CAF. Nous vous indiquons que désormais le numéro pour contacter la CAF est le 3263. Ok. Je compose le numéro magique 3263. Bonjour et bienvenue sur le numéro magique 3263. Nous vous informons que cet appel vous sera facturé 15 centimes la minute. Oh. Ah ouais. Donc si je veux savoir pourquoi je ne suis pas payé, il faut que je paye. Remarquez, j'ai compris il n'y a pas longtemps, hein, dernièrement on a appris que la Caisse nationale d'allocation familiale avait signé un contrat avec une start-up pour un montant d'environ 15 millions d'euros pour externaliser les appels. Une start-up qui propose de réinventer le service client. Bon, enfin avec tout ça, je n'ai pas ma réponse. Donc je retourne sur le site et là je vois que en fait, je peux demander un entretien téléphonique et que ce soit eux qui m'appellent. Donc c'est ce que je fais. Et le matin en fait où je suis censée avoir ce rendez-vous téléphonique, je reçois une réponse à mon mail que j'ai envoyé 3 semaines avant. Et donc en fait on m'a dit que mon droit est suspendu parce que je ne me suis pas présentée à une convocation à la maison départementale de l'insertion et de l'emploi. Bon, je vais prendre rendez-vous à la maison départementale de l'insertion et de l'emploi. Et là, j'appelle, je prends rendez-vous, mais on donne rendez-vous 3 semaines encore après. Donc, je vais rentrer dans mon 2e mois sans allocation. Alors, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Je dois bien attendre. Donc, je me dis, bon, je vais commencer à préparer des papiers. Maison départementale de l'insertion et de l'emploi. Je prends mon CV. Et puis, mon PPAE. Mon projet personnalisé d'accès à l'emploi. Et je reçois, cette fois, la convocation. Madame, vous êtes allocataire du RSA. Le président du conseil départemental a désigné la maison départementale de l'insertion et de l'emploi afin d'examiner votre situation et définir l'organisme le mieux adapté pour votre accompagnement vers l'emploi et l'insertion. C'est redondant. Lors de cet entretien, vous établirez un contrat d'engagement et d'orientation, afin d'élaborer ensemble un projet personnalisé d'insertion sociale et professionnelle adapté à vos besoins et de vous accompagner dans vos démarches administratives au regard du RSA. Je vous demande de vous munir d'une pièce d'identité avec photo, d'un justificatif de domicile, d'une attestation de refus d'indemnisation de Pôle emploi, de vos 4 derniers relevés de compte bancaire, du statut de votre activité de vos 3 derniers machin. Pas de CV, pas de PPE. Je vous cache pas que ce courrier m'a chamboulé. J'ai même pas eu envie de mettre mon costume de sociopathe. Moi, j'avais juste une grosse boule dans la gorge, là, comme quand on a envie de pleurer et que ça sort pas. Mais bon, j'ai préparé mes papiers et puis je me suis rendu à cette convocation. First I was afraid, I was petrified. I will survive, I will survive. Bonjour madame, installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Oui, je vous cache pas, je n'étais pas très avenante. Alors madame, on va faire un point sur votre situation. Vous avez des projets? Oui. Oui, j'ai des projets, oui, à 50 ans presque. Ce serait dommage de ne pas avoir de projet. Mais madame, il ne faut pas croire ça. Vous savez, moi je rencontre des personnes de 50 ans ou même plus qui n'ont pas de projet. Hein. Le projet,
Troisième injonction. Ah, ils n'ont pas de projet. Vous êtes sûr? Ils n'ont pas de projet ou ils n'ont pas un projet conforme? Ils n'ont pas de projet ou ils n'ont pas de projet professionnel? Parce que vouloir vivre peinard, ça peut être un projet. Mais madame, vivre peinard quand on est au RSA, c'est faire peser le poids de son existence sur la société. C'est pas faire preuve d'autonomie. L'autonomie, quatrième injonction. Autonomie. Je viens de passer 2 mois sans allocation pour que vous puissiez contrôler mes comptes bancaires. Et vous me parlez d'autonomie. Vous nous mettez dans des situations impossibles, dans un dénuement total, et vous me parlez d'autonomie. C'est le sociologue Vincent Goldjack qui pointe ce paradoxe dans l'assertion. À la fois de devoir prouver son dénuement et à la fois de montrer qu'on est autonome. Je me suis déjà retrouvée dans des situations embarrassantes. Hein. Et je me suis déjà retrouvée en culotte au milieu d'un bistrot. J'avais une jupe portefeuille et un bracelet réglable. Là, vous savez, les bracelets qui ne font pas complètement. Et en voulant saluer un copain, j'ai accroché ma jupe avec mon bracelet. Tout ça sur du Dalida. La mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça. On est d'accord, c'est gênant. Mais des situations humiliantes, j'en ai pas vécu beaucoup, et heureusement d'ailleurs. Mais un jour, je suis allée chercher un colis alimentaire au centre communal d'action sociale à côté de chez moi. Et là aussi, on m'a dit, m'a demandé de faire preuve de mon dénuement. Là aussi, il a fallu que je prouve que j'en avais vraiment besoin. Eh, sérieusement, il s'est passé quoi dans la tête du type là, qui s'est dit, non, on va leur demander, prouver qu'ils en ont vraiment besoin. C'est jamais. Des fois qu'ils préféreraient venir quémander leur nourriture plutôt que d'aller faire leurs courses comme tout le monde. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça, madame? Par fierté? Pour ne pas demander à mes parents? Pour être autonome? Et la vôtre d'autonomie? Hein? Parce que s'il n'y avait pas d'allocataire du RSA, vous n'auriez pas de travail. Voilà ce que j'aurais dû lui dire. Je ne l'ai pas dit. Voilà ce qu'on aurait pu me dire, ce que j'ai entendu plein de fois, mais qu'on ne m'a jamais dit à moi. Par gentillesse, par respect, par peur de la sanction. Bah ouais, parce que nous, en tant que référents, on n'a pas le pouvoir de suspendre des allocations, mais on a un rôle d'alerte auprès du département. C'est-à-dire que quand les allocataires ne respectent pas leurs obligations, on doit le signaler au département qui, lui, va prendre des sanctions. Vous savez quoi? Elle m'a même pas contrôlé. Peut-être parce que j'avais un projet, ou peut-être parce que j'avais des fringues sobres. C'est un marqueur social, les fringues. Ça dit quelque chose de votre classe sociale, mais ça dit aussi quelque chose de votre rapport à la norme. À ce soir, je faisais un extra dans un bistrot. Et il y a un client qui rentre, un agent immobilier. Il y a des agents immobiliers dans la salle. Donc un petit poster. Hein. Il rentre et il me dit « Oh, c'est sympa, vous êtes habillé pour Halloween !» Non. Non, je suis habillée comme ça tout le temps. Peut-être qu'elle m'a pas contrôlée parce qu'elle est sympa. Peut-être que si elle avait pris mon CV, parce que moi je l'avais pris mon CV quand même,
elle aurait vu que j'avais été à sa place. Et puis peut-être que elle m'aurait dit qu'en fait elle trouvait ça dégueulasse. Et puis moi je lui aurais dit que moi aussi j'avais fait des trucs dégueulasses. J'en avais signé des contrats où il était marqué au milieu et en gras: toute absence injustifiée fera l'objet d'un signalement au département qui prendra les sanctions. J'ai eu un contrôle une fois. Un contrôle de la CAF. Après le décès de mon conjoint, en fait, mon appartement était devenu trop cher pour moi, donc mes parents m'ont aidé financièrement. Et puis j'ai fait parallèlement une demande d'allocation de logement. Et alors tout ça, ça a dû, je sais pas, affoler mes algorithmes. Oui, parce que c'est comme ça que ça procède la CAF, hein, c'est par ce qu'on appelle le data mining. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'indicateurs plutôt obscurs qui calculent en fait votre potentiel fraudeur. Et quand vous arrivez à une note proche de 1, ça déclenche un contrôle. Donc c'est comme ça qu'un matin, j'ai eu une dame qui est arrivée chez moi, une dame de la CAF. Bon, j'avais été prévenue, hein, j'avais reçu un courrier avec tous les papiers à préparer, mes comptes bancaires. Mais bon, comme elle était arrivée un petit peu en avance, je n'avais pas fini mon café, donc je lui en ai proposé un. Elle s'est raidie comme ça. Non. J'avais bien compris que c'était pas une visite de courtoisie, hein. Mais c'est quand même la seule fois dans ma vie où j'ai eu l'impression de tenter de corrompre un fonctionnaire. Donc on s'est installé à la table de ma cuisine, comme ça, et puis elle a commencé à éplucher mes papiers, et puis elle jetait des petits regards comme ça sur le côté de temps en temps. Parce qu'à l'époque, j'habitais un rez-de-jardin, et juste derrière chez moi, il y avait un supermarché. Et chaque fois que je changeais les rayons de place, il y avait des souris qui envahissaient tous les immeubles autour, quoi. Et là, c'était le cas. Et donc, il y avait des souris comme ça qui traversaient la cuisine pour aller chercher des croquettes dans la gamelle de ma chienne. Et elle regardait comme ça, et elle aimait pas. Mimi, petite souris, je t'en supplie, sors de ton trou. Alors, au bout d'un moment, elle a craqué, et elle me dit: le chien ne dit rien. Je dis: non madame, nous on est pour le partage dans cette maison. J'ai été frappée quand j'ai fait mon premier Master 2, moi j'ai fait une collecte de Master 2, où là j'interrogeais les allocataires du RSA. J'ai été frappée à quel point ils avaient intégré la nécessité du contrôle. De la façon dont ils le justifiaient. En disant: mais c'est normal madame, il y a tellement d'abus, il y a tellement de fraude. Alors, on va pas se mentir, hein, la fraude, ça existe. Selon les chiffres officiels de la CNAF, la fraude, c'est 1% des 4 millions de ménages contrôlés. En 2021, ça représentait 309 millions. La même année, la fraude fiscale, c'était environ 88 milliards. Alors, on va essayer de faire c'est un test. Hein. Tu veux bien m'aider, Véro? Ici. Tu tiens ça. Là, on est à 30, là 30 cm. Ouais, 30 cm. Mince. Voilà. 30 cm. Je coupe 10 pour être à peu près... On fait à la louche, hein, mais à peu près... Voilà. Merci, Véro. Ça, on s'en fout, c'est une chute. Fraude aux prestations sociales, fraude fiscale.
Et pendant qu'on développait le data mining et les contrôles systématiques, eh ben, le gouvernement supprimait environ 3000 postes de contrôleurs des impôts. C'est un choix de société. Ce qui m'avait frappé aussi pendant ce travail de mémoire, c'est que non seulement ils avaient intégré effectivement qui justifiait complètement le contrôle et qu'ils avaient intégré cette nécessité de contrôler, mais ils avaient aussi intégré l'identité négative qu'on leur assigne. Un jour, je vais faire des courses donc au supermarché derrière chez moi, là. Donc je mets mes froufrous, mes dentelles, mes talons bobines, puis voilà, je pars au supermarché. Et là, il y a un gars qui fait la manche et qui me demande une pièce. Donc, je lui dis non, désolé. Dans ces cas-là, je m'excuse d'être pauvre. Et il marmonne un truc comme ça, puis il me crie de loin bourgeoise. Du coup, je l'ai traité de punk à chien. On peut être pauvre et avoir des préjugés. Le problème, c'est que ce type, en fait, il avait intégré l'idée que quand on est pauvre, il faut le porter sur sa mine. C'est ce qu'on appelle l'intégration du stigmate. Et la stigmatisation, en fait, c'est le processus, en fait, qui consiste à frapper du sceau de l'infamie une catégorie de la population. Du sceau de l'infamie. C'est comme ça qu'a défini Erving Goffman. Mais c'est vrai que de se faire traiter de parasite, d'assisté, de feignant à longueur de discours médiatique et politique, ça aide à intégrer cette image négative. Alors, dans le travail social, on a trouvé quelque chose de formidable, une inversion de causalité, une violence symbolique extraordinaire. On a créé les ateliers de restauration d'estime de soi. Et ouais, plutôt que de s'attaquer à un statut dégradant qui provoque une image dégradée, non, on va faire des ateliers relooking, d'accord? Puisque c'est bien connu, si vous êtes au RSA, c'est que vous avez déjà au départ une mauvaise image de vous-même. Et quand je dis que, vous voyez, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, la répétition fixe la notion. Mais pour le contrôle, c'est pareil. En fait, quand vous êtes pauvre, on vous soupçonne tout le temps de frauder. Où que vous soyez, qui que vous voyez. Un jour, je suis convoquée à Pôle emploi par mon conseiller. Alors là, je me réveille avec Michel Sardou dans la tête. Comme des années 80. Mais ouais, une journée qui commence à Pôle emploi est une journée qui commence mal. Et pourtant j'ai des bonnes nouvelles. Je vais rentrer en 3e année de doctorat de sociologie. Je donne quelques heures de cours à la fac. Je fais aussi des vacations pour le rectorat. Tout va bien, quoi. Et là, je vois que ça s'assombrit comme ça, puis il me demande comment je déclare mes vacations. Je les déclare à réception de fiches de paye. Et donc, pour la fac, on est payé en une fois, et souvent bien longtemps après avoir fini les interventions. Il me dit que ça va pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Je dois déclarer mes heures chaque mois. Mais si je déclare mes heures chaque mois et que j'ai pas de fiche de paye, je peux pas prouver. Et donc j'ai pas mon allocation. Donc j'ai ni mon allocation ni de salaire. Ah ouais, il comprend bien, mais c'est comme ça. Et puis le mois d'avant, j'ai travaillé 2 heures. Et en fait, j'ai le droit de cumuler mon salaire avec mon allocation pendant 3 mois. Et 2 heures, ça compte un mois. Donc il va falloir que je rembourse. Et puis là, en fait, ils vont remonter sur des mois et des mois. Alors lui, je pense pas qu'il croit que je fraude. Je crois qu'il est convaincu de ma bonne foi. Par contre, les courriers de Pôle emploi que je vais recevoir pendant les mois qui suivent, on ne parle que de fraude et d'omission. Et en fait, je vais me battre pendant
presque 6 mois, avec eux, pour qu'ils reconnaissent au moins qu'il n'y a ni fraude ni omission. Pour autant, je vais rembourser quasiment l'intégralité de ce que j'ai gagné, puisque Pôle emploi estime que c'est une dette. Et donc, il faut que je rembourse ma dette. Eh bien, parlons-en de la dette. En fait, en 1793, oui, c'est une belle qui remonte à loin, on inscrit dans la Constitution le principe de reconnaissance d'une dette publique. Chaque homme a droit à sa subsistance. La société doit pourvoir à la subsistance de tous ceux de ses membres qui pourraient en manquer, et cette secourable assistance ne doit pas être regardée comme un bienfait, elle est pour la société inviolable et sacrée. On inscrit dans la Constitution la dette inviolable et sacrée qu'a l'État envers ses citoyens les plus fragiles, fragilisés, ceux qu'il n'a pas réussi à intégrer. Alors, quand le gouvernement socialiste en 1988 met en place le RMI, finalement, il semble honorer cette dette inviolable et sacrée. Mais on peut aller un petit peu plus loin, même en disant qu'il est même en train de rembourser la dette qu'il a lui-même creusée. Parce que ce gouvernement s'est fait élire en 1981 sur un programme de nationalisation de grandes entreprises et de certaines banques. Et dès 1982, en fait, il va opérer ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Donc on est dans une situation, en fait, où effectivement le chômage a beaucoup progressé. On est dans une période d'inflation, avec une dévaluation du franc par rapport au Deutschmark. Et bien que certains économistes connus et reconnus fassent des rapports en disant que ce gouvernement a toutes les cartes en main pour jouer le plein emploi, eh ben, le gouvernement va s'appuyer, lui, sur la courbe de Phillips. Je prends ma fiche l'économie pour les nuls. 1958, Alban Phillips, un économiste néo-zélandais, théorise la relation entre taux d'inflation et taux de chômage. Le principe, c'est ça. Lorsque le taux de chômage diminue, les salaires montent, et donc les entreprises augmentent les prix pour rétablir leurs marges. Inversement, les prix baissent quand le chômage augmente. Donc, pour conserver une certaine compétitivité sur le marché extérieur, le gouvernement va faire ce que Colomba et Cuvillier appellent dans leur BD le choix du chômage. Et donc, va commencer déjà par fermer les entreprises qu'il a nationalisées, et puis va s'en suivre des vagues de licenciements, avec un chômage forcément qui va devenir très, très préoccupant, et la pauvreté qui réapparaît alors qu'elle s'était devenue finalement un phénomène assez résiduel pendant les 30 Glorieuses. Donc c'est en ce sens-là où je dis qu'il rembourse sa dette. Et en 1987, quand la loi portant sur le RMI est présentée à l'Assemblée, le principe de l'allocation fait l'unanimité. Le point de dissension, c'est sur le contrat. Le contrat d'insertion, est-ce qu'on va le concevoir comme une contrepartie entre l'État et l'allocataire, ou comme de la réciprocité entre l'État et l'allocataire. Et évidemment, vous allez dire quand vous aurez rétabli vous-même, mais la réciprocité, c'est entre les deux, et la contrepartie, c'est l'un qui donne à l'autre. Et bon, à cette époque-là, c'est la réciprocité qui est décidée, avec un contrat d'insertion qui est prévu vraiment dans un sens très large. Et puis les choses, elles vont se gâter petit à petit, et notamment au tournant des années 2000, avec au niveau européen ce qu'on appelle les politiques d'activation.
Alors, les politiques d'activation, pour paraphraser un politologue, c'est plus facile de les définir par ce qu'elles ne sont pas. Ce ne sont pas des politiques sociales. On peut aussi les définir par un slogan, se bouger pour s'en sortir. Et sinon, il y a la définition de Loïc Vacan dans Punir les pauvres, qui me semble assez proche de la réalité. Les politiques d'activation, c'est une gestion de la pauvreté qui vise au redressement autoritaire des comportements des récalcitrants. Alors, dans ces politiques d'activation, il y a la flexicurité et le workfare. Le workfare. Alors, le workfare, c'est inventé en 1968 par un pasteur américain, James Charles Evers, qui se dit que finalement, avoir les prestations sociales, c'est trop facile, et que donc ça conduit les pauvres à en abuser. Et que donc, ce serait bien, en fait, de soumettre, de conditionner l'allocation à la recherche d'un emploi, à l'entrée en formation ou à la participation à des enseignements. C'est exactement ce principe que Martin Hirsch a choisi pour mettre en place le RSA. Et donc, on voit bien que là, on est dans une inversion de la dette, puisqu'on passe effectivement d'une idée de réciprocité à une idée de contrepartie, puisque c'est à l'allocataire, dans son comportement et dans sa conformation, qui va venir rembourser, en quelque sorte, l'allocation qu'il perçoit. Je reviens à mon conseiller. Parce que c'est pas le seul problème. Non, il y a un autre problème, c'est que la sociologie, c'est pas un secteur porteur. Donc, ce serait bien que je fasse un bilan de compétences pour réfléchir à ma reconversion professionnelle. J'ai pas trop le choix. Mais bon, entre les embrouilles avec Pôle emploi qui ont duré des mois et le coût de la reconversion professionnelle, le doctorat, j'ai arrêté. Et donc, je me suis rendue là à ce bilan de compétences. Et donc, j'arrive dans un immeuble là, dans le centre-ville. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ce sont des immeubles en fait où il n'y a que des bureaux à louer. Donc, ils louent ça à la journée, à la semaine, au mois. Donc, vraiment un truc complètement personnel. Et vous arrivez là, et il y a un immense tapis, et écrit comme ça au milieu, « Enjoy your business ». Et là, je rencontre un jeune gars, un psychologue du travail, qui me demande si je sais pourquoi je suis là. Je dis, je crois que c'est un bilan de compétences. Elle me dit pas du tout. Un bilan de compétences, c'est long, c'est cher. Mais quand même, c'est pas grave, parce que quand même, je vais apprendre plein de trucs super. Bon, soit, de toute façon, je suis là. Et on va commencer justement par un exercice, c'est que je vais donc faire un test de personnalité sur la plateforme de sa boîte, là. Et puis, ce test, on le débriefera au téléphone. Ok. Alors, je rentre chez moi et puis je me mets sur la plateforme, là, puis je commence le test. Ça vous dit de jouer? Allez. Alors, je vous explique le principe, hein, voilà, donc à chaque fois vous avez deux propositions, deux affirmations, et il faut choisir, il faut cocher celle qui vous correspond le plus, ou qui correspond le plus à vos comportements habituels. On y va? Ouais. Ça ne me dérange pas de respecter les règles, j'aime bien demander l'avis des autres avant de décider. Qu'il a une? Qu'il a deux? Ok. Je garde la tête froide en toute situation. Je pense qu'il est important de bien se conduire.
Qu'il a une? Qu'il a deux? Il y a un faillot là-bas. Je n'ai besoin de personne pour me positionner. Mon bureau est presque toujours bien rangé. Qu'il a une? Qu'il a deux? C'est bien. J'apprécie la solitude. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Qu'il a une? Qu'il a deux? Il va y avoir des surprises. Et enfin, ma préférée, je crée facilement de nouvelles relations. Ceux qui enfreignent les règles m'agacent. Qu'il a une? Bon, alors voilà. Moi j'ai travaillé longtemps avec des sortants de prison, donc bah la une aussi. Et donc, le jour du rendu, là, il m'envoie un mail et 14 minutes de test, 20 pages de restitution. Il y en a qui feraient bien de s'accrocher. Hein. Alors bon, dans mes ressources motivationnelles, l'altruisme, pas tellement. C'est pas tellement ce que je recherche. Et le sens de la relation non plus. Et dans mes ressources interpersonnelles, j'ai pas beaucoup d'empathie, pas tellement d'initiative sociale, et l'ouverture d'esprit, c'est pas terrible. Alors, je tolère difficilement les contrariétés. Je traite les autres avec rudesse. Je supporte mal les échecs, et donc je pourrais les imputer à autrui. J'ai parfois des mouvements d'énervement. J'impose ma façon de voir. Ça va, vous? Ah, je pourrais être trop enthousiaste. Mais ça, je me demande si ça veut pas dire que je suis un petit peu con. Enfin, je découvre, et un bon nombre d'entre vous découvrent en même temps que moi, que nous sommes sociopathes. Et je continue, et je vois là qu'en fait, le métier qui me conviendrait le mieux, c'est poissonnière. Il y a des poissonniers ou des poissonnières dans la salle. Alors, je pense que vous avez déjà vu un couperet à saumon. Confier un couperet à saumon à un profil pareil, c'est irresponsable. Alors, pour les sociopathes dans la salle, je vous rassure, je crois que j'ai trouvé l'explication, c'est en page 9. Hein, en fait, le problème, c'est que je n'idéalise pas le travail. Alors, on en rigole, hein, mais j'en ai ri. Mais quand je le revois, ce psychologue du travail, je lui dis quand même que j'ai trouvé que c'était un petit peu violent, quoi. Il me dit non, faut pas que je prenne les choses comme ça, faut que je prenne ça comme un horoscope. Comme un horoscope, ouais. Et ma main dans ta gueule, c'est le tirage du loto. Non, mais vous vous rendez compte, quoi. Et je veux bien, hein, c'est vrai que c'est difficile de justifier des choses pareilles sans dire des conneries, mais le problème, finalement, c'est de les justifier, quoi. C'est le problème, c'est d'exercer la violence à un moment de ne même pas la reconnaître et de la justifier. Et moi-même, hein, j'ai exercé la violence et je l'ai justifiée. Oh, mais comment c'est possible, ça? Comment on peut faire des choses comme ça?
Alors, la première explication, hein, c'est, voilà, on la retrouve dans plein d'études scientifiques, c'est que introduire de la violence dans une organisation, en fait, c'est asseoir et affirmer sa position dominante, mais ça fait aussi des êtres qui souffrent, et un être qui souffre, c'est un être docile. Alors je réfléchissais à tout ça, et là, il m'est revenu une réplique de film. Le bon, la brute et le truand. Vous vous souvenez quand Clint Eastwood dit le monde se distingue en deux catégories. D'un côté ceux qui ont le pistolet chargé, de l'autre ceux qui creusent, et toi tu creuses. Et là je me dis, en fait, je pense que je préférais avoir le pistolet chargé. Et puis, je pense qu'on est nombreux à préférer avoir le pistolet chargé. Enfin, avoir l'illusion d'avoir le pistolet chargé. Parce qu'en réalité, on creuse. Alors, en préparant cette conf, il y a un copain de formation, merci encore Juan Felipe, qui me dit, mais tu parles de paix sociale, et il dit, tu entends quoi par paix sociale? Alors, sur le coup, la question m'a paru un petit peu... j'ai pas bien compris. Ça me paraissait évident. La paix, c'est pas la guerre, quoi. Et puis, comme il est toujours bon d'aller questionner les évidences, je suis allée voir sur Internet. Et puis, j'ai tapé paix sociale, définition. Et là, je suis tombée sur un article de Nicolas Duvou, qui est un sociologue dont j'apprécie particulièrement les travaux. Je lui ai même demandé s'il voulait bien être mon directeur de thèse. Et l'article s'intitule « Faut-il vouloir la paix sociale ?» Waouh. Et donc, en fait, dans cet article, Nicolas Duvou, il explique, il part de la pensée de Spinoza, qui dit que l'absence de guerre, ça ne signifie pas forcément la paix véritable. Et Duvou nous dit que dans le système capitaliste, en fait, la paix sociale, c'est l'absence de conflit social. Et que c'est la domination, en fait, d'un seul, et pas le produit d'interaction. Que c'est la primauté du bien sur le juste. Et que le fait, en fait, que ce soit l'effet de la domination d'un seul, ça exclut toute dimension collective. Et en excluant toute dimension collective, on dépolitise l'idée même de justice. Et pourtant, cette idée de justice, cette réflexion, cette construction de la justice, elle doit être collective. Elle devrait être collective. Parce qu'il n'y a que cette idée construite ensemble, finalement, qui peut mener à la lutte pour l'égalité, qui seule peut nourrir une alternative réelle au capitalisme. Il n'y a que dans cette construction qu'on peut envisager de faire remonter la pression vers le haut, de retourner le bac, comme on dit chez les métallos. Alors pour conclure, je voudrais vous faire une citation de Béatrice Appel, sociologue, dans son excellent bouquin « La dictature du succès », qui est une citation et qui, à mon sens, devrait résonner comme un avertissement. La violence de la mise en précarité reste le plus souvent prisonnière de la souffrance. Elle émerge parfois comme un cri. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Macron, il est suivant, hein.